table ronde consacrée à un sujet éminemment discret dans la politique nationale ou dans les médias, ou qui est quand même pas la moindre des sujets, qui est le climat. Donc l'intitulé de la table ronde, que faire pour gagner la course contre la montre, est intéressant, on pourra en parler, mais il y a plein d'autres choses à dire. C'est-à-dire qu'à un an de la conférence onusienne pour le climat qui se déroulera à Paris en 2015, le climat est donc un dossier assez discret, même si il y aura un sommet à l'ONU le 23 septembre, donc au siège de l'ONU à New York, organisé par Ban Ki-moon. On a aussi une loi sur la transition énergétique qui doit adresser quand même les émissions adresser la question des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà. Mais d'une manière générale, c'est un sujet dont on parle très peu. Alors il y a plusieurs explications à ça. Il y en a une qui est toute bête et très, j'ai envie de vous dire, très biologique. C'est à cause de nos cerveaux. Le cerveau humain est beaucoup plus taillé pour adresser des risques réels, certains et à très court terme, que des risques incertains qui se situent à très long terme. Donc on est tous un petit peu responsables du fait que ce n'est pas un enjeu du quotidien. Mais au-delà de ça, c'est vrai que sans la pression citoyenne, nos députés, que ce soit nos parlementaires en France ou nos députés européens, d'ailleurs j'excuse Madame Corinne Lepage qui aurait dû être là et qui a préféré aller chez les Verts, donc elle n'est pas là avec nous. Voilà. Et je vous dirai même pas quel est le moyen de transport qu'elle a utilisé pour y aller. Bon, c'était pas un tacle, c'était un petit tacle affectueux. Donc, nos députés européens, nos députés, etc., sans notre pression à nous, ils ne peuvent pas grand-chose parce que face au lobby, au système économique en place, voilà. D'ailleurs, on est dans la salle Montesquieu. Il avait bien dit que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et en matière de climat, la liberté de vivre dans une planète avec un système climatique assez stable va à l'encontre de la liberté de consommer, de produire et de créer de la richesse pour certains. Bon, pendant qu'on tergiverse, lui, le CO2 se concentre un maximum dans l'atmosphère. Je crois que je ne serai pas contredite, on a atteint les 400 ppm, les 400 parties par million récemment. Et là, maintenant, on est sur des niveaux comme ça qui vont continuer à croître. Et alors, le système climatique terrestre est en train de basculer. Alors, bon, c'est dommage parce que depuis 10 000 ans, il nous permettait de nous développer. On est parti des champs du néolithique jusqu'à la Lune. Tout ça a été possible parce qu'il y avait un système climatique terrestre qui était assez stable. Et s'il bascule, il semblerait que nos sociétés, telles qu'elles soient taillées, pourraient bien basculer elles aussi. Alors c'est pour ça qu'on est là, on va éviter tout ça avec nos petits bras. Avec nous pour parler de tout ça, Jean Jouzel, que je ne présente pas, qui est quand même le prix Nobel de la paix qu'on a avec nous aujourd'hui. Je veux dire, on a un prix Nobel de la paix. Vice-président du groupe scientifique du GIEC, donc le groupe intergouvernemental des experts sur le climat. Et puis militant, on va dire, de cette cause-là, pas seulement scientifique engagé, on dira. Geneviève Azam, qui est elle aussi donc porte-parole d'Attaque, mais pas que, très engagée dans les mouvements citoyens justement, et puis économiste. Et puis à chaque fois que je te vois, c'est dans ces événements-là où on parle, on discute, on essaye d'échafauder des solutions. Donc merci d'être là aussi. Gaël Giraud, qui est directeur de recherche au CNRS en matière d'économie et qui essaye de faire progresser ensemble deux matières qui, a priori, n'avaient rien à faire ensemble, mais finalement, en fait, peut-être la clé de la solution est là. C'est la réglementation financière et la transition énergétique. Voilà. On
a un prix Nobel de la paix, mais aussi on a un député PS, et oui, il en reste, de l'Indre, et qui est aussi président de la commission du développement durable. Merci aussi d'être là. Vous êtes à fond pour la contribution climat-énergie, qu'on taxe les autoroutes, l'écotaxe, etc. Enfin, vous nous en parlerez. Vous êtes un petit peu, on va dire, à contre-pied de la position actuelle de la ministre actuelle de l'Environnement, parce qu'il y en a déjà eu 4 en 2 ans, je vous le rappelle. Merci. C'est Jean-Paul Chanteguet, pardon, comme si c'était une évidence, Jean-Paul Chanteguet. Et puis avec nous, Gaëtan Fauvez, qui remplace Corinne Lepage. Donc quand même un grand merci à lui d'être là. Et vous êtes un spécialiste des énergies renouvelables en Europe, et c'est à ce titre que vous intervenez dans CAP 21, notamment pour... vous allez nous décrire la situation catastrophique des renouvelables en France actuellement. Voilà, donc le climat. Je sais que parmi vous, il y a des gens très très engagés qui travaillent là-dessus depuis un moment, mais il y a aussi des néophytes qu'il va falloir un petit peu déniaiser, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc c'est à toi de... de nous déniaiser un petit peu les néophytes, notamment en essayant de nous expliquer quel est l'état de l'art, la synthèse en matière de connaissances scientifiques, sur quoi on va, est-ce qu'on sait où on va et comment on y va. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux d'être... Oui, attends, il faut bien mettre... Donc Laure m'a invité à... Donc, ouais, ça va pas. Laure m'a invité à, disons, à faire un état des lieux sur tout ce qui touche au rôle des activités humaines sur le climat. Alors, en gros, c'est ça. Alors la tâche m'est effectivement facilitée puisque, disons, faire un état des lieux, c'est justement le rôle du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Le GIEC, ce sont des scientifiques qui, et ça va des scientifiques du climat aux économistes et aux sciences sociales, il y a aussi des philosophes, disons, sur tous les aspects disons, du réchauffement climatique qui est en marche. Le GIEC vient de sortir son 5e rapport. Il y a 3 groupes dédiés aux aspects scientifiques du changement climatique, le second aux impacts, le 3e aux solutions à mettre en œuvre, aux aspects socio-économiques, mais également pour le second à l'adaptation. Donc nous aurons, donc les rapports viennent d'être publiés au cours des 12 derniers mois. Il y aura un rapport de synthèse qui sera adopté fin octobre à Copenhague. Donc je vais largement. Alors moi-même, j'ai toujours travaillé dans ce domaine de l'évolution du climat, plus sur, disons, l'évolution passée du climat, ce qui est très important pour comprendre en fait, je dirais, son futur. Donc nous sommes dans un domaine où nous avons des certitudes, alors nous avons aussi des incertitudes, Laure l'a dit, et c'est tout à fait exact, et nous nous posons aussi des questions. Alors quelles sont les certitudes? J'aime bien rappeler quand même les certitudes dans ce domaine. La première, Laure l'a évoquée, c'est que eh bien, nous sommes, à travers nos activités, en train de modifier la composition de l'atmosphère. Alors, on la modifie. Ce qui va nous intéresser, c'est essentiellement par rapport à des composés qu'on appelle gaz à effet de serre. Le premier est la vapeur d'eau, mais on ne joue pas directement sur la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, mais il y a des composés sur lesquels nous, disons, avons vraiment un impact. Ce sont le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote, toute une série de composés qui ont la propriété de piéger une partie du rayonnement solaire une fois qu'il est réfléchi à la surface de la planète. En gros, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre, c'est quelque chose de bénéfique, mais quand on augmente la quantité quand on augmente l'effet de serre, eh bien, de façon tout à fait... on augmente, en fait, on accumule de la chaleur dans l'atmosphère, dans le système climatique, et si on accumule de la chaleur dans le système climatique, on s'attend effectivement à ce que le climat se réchauffe, et c'est ce qui se passe sous nos yeux. Alors qu'est-ce qu'on a accumulé? Par exemple, le gaz carbonique, les quantités ont augmenté de 40% depuis 200 ans. Le méthane plus que doublé.
Le chiffre que j'aime bien donner, c'est que, disons, l'augmentation de l'effet de serre, comme l'an dernier, est pratiquement liée à 80% à nos pratiques énergétiques, à l'utilisation des combustibles fossiles. C'est pour ça qu'il y a un lien très clair, très fort, dont nous reparlerons certainement, entre énergie et climat. Donc, bien sûr, il y a aussi l'agriculture qui joue sur le protoxyde d'azote, le méthane. Ce qu'on a fait depuis, donc je dis des chiffres qui sont des certitudes, ce qu'on a fait depuis, disons, 200 ans, c'est qu'on a augmenté l'effet de serre de 3 watts par mètre carré. C'est-à-dire qu'on a à peu près 1% de plus d'énergie pour chauffer le système climatique. On en a en moyenne par mètre carré 250 ou 230. Et puis on a aussi les aérosols qui jouent un rôle, qui contrecarrent une partie de l'effet de serre. Donc on a augmenté le chauffage d'1%. Ça, c'est bien documenté. Alors, de cette chaleur, en fait, l'essentiel va dans l'océan. Il n'y en a que 1% qui reste dans l'atmosphère. C'est pour ça que quand on parle de réchauffement climatique, il ne faut pas regarder que l'atmosphère, même si c'est notre tendance naturelle. Alors, si on la regarde, c'est que disons, les indicateurs sont clairs. Le réchauffement climatique est bien là, près de 1 degré depuis une centaine d'années. Il est tout à fait exact que le réchauffement s'est plutôt ralenti, disons, il est 3 fois moins rapide au cours des 15 dernières années que par rapport aux 30 années précédentes. Mais ça ne remet pas en cause le réchauffement à long terme, mais ce ralentissement existe, très probablement parce qu'il y a plus de chaleur à aller dans l'océan. On pourra en discuter s'il y a des personnes intéressées. Alors, ce réchauffement, il est là, il se manifeste surtout par beaucoup d'autres aspects que le simple disons, thermomètre. Le niveau de la mer s'élève de 3 mm par an, et ça, c'est lié à la fois justement à cette chaleur qui va dans l'océan et puis à la fonte des glaciers continentaux, maintenant du Groenland, de l'Antarctique de l'Ouest. Les surfaces enneigées englacées diminuent. Donc il y a, disons, beaucoup d'indicateurs. Disons, quand on parle d'indicateurs du réchauffement, tous les indicateurs sont au rouge. Donc pour nous, le réchauffement est sans équivoque. C'est une conclusion du rapport du GIEC et sans précédent au cours des décennies, voire des millénaires. Donc sans équivoque et sans précédent. Alors pas sans précédent sur l'histoire de la planète, sans précédent, disons, si on regarde par exemple le dernier millénaire pour la température, il n'y a jamais eu une période de 30 ans aussi chaude que les 30 dernières années. Ensuite, évidemment, est-ce qu'il y a relation de cause à effet ? Disons, est-ce que c'est bien l'augmentation de l'effet de serre qui est à l'origine du réchauffement actuel ? Notre réponse est là aussi sans ambiguïté, disons, le rapport du GIEC conclut qu'une partie importante du réchauffement climatique est déjà liée aux activités humaines de façon quasi certaine, c'est-à-dire à plus de 95 chances sur 100. Oui, pour les scientifiques du climat, pour ceux qui se penchent sur cette question, nous sommes déjà en train de modifier, disons, nous sommes dans un monde dont nous modifions le climat. C'est très clair. Alors, ce qui est plus important et ce qui a peut-être plus nous intéresser aujourd'hui, c'est l'avenir. Alors, notre avenir en termes de climat, c'est nous qui allons le faire, puisque c'est le bon sens. Plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus le risque de réchauffement est important. Et là, donc, je vais vous parler de 2 cas de figure. Alors, si on continue, on continue à émettre des gaz à effet de serre sans faire prendre la moindre attention par rapport à ce problème du réchauffement climatique. C'est ce qu'on fait actuellement, il ne faut pas se leurrer, puisque disons, les émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais augmenté aussi rapidement qu'au cours des 10 dernières années, malgré le diagnostic des scientifiques. Donc si on continue, nous sommes sur un scénario que nous appellerons très émetteur. Nous pourrions aller vers un réchauffement moyen de la planète de 4 degrés d'ici la fin du siècle, et qui se poursuivra par la suite, qui pourrait atteindre 8-10 degrés dans les 200 prochaines années. Et ça, c'est peut-être des chiffres plus simples à donner, c'est ce qui se passerait sur la France. Par exemple, dans ce scénario, eh bien, les étés les plus chauds de la deuxième partie du XXIe siècle pourraient être 7 à 8 degrés plus chauds qu'un été moyen du XXe siècle. Il faut savoir que 2003, qui nous laisse vraiment un souvenir de canicule, n'était que de 3 degrés plus chaud qu'un été moyen du XXe siècle. Donc on risquerait d'avoir les étés caniculaires seraient alors 8 à 10 degrés plus chauds qu'un été caniculaire, qu'un été moyen du XXe siècle, et 2003 serait un été très clément, très doux. Voilà. Donc ça, ce sont des conséquences sur les précipitations, des conséquences sur l'élévation du niveau de la mer qui pourraient atteindre
disons, 1 mètre à la fin du siècle. Ce sont des certitudes et surtout des conséquences aussi sur tout notre environnement. Et c'est là que, disons, le rapport du groupe 2 est très clair. Si, on va parler de cet objectif de maintenir le climat, de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, eh bien, en gros, on voit très bien que si on va au-delà de 2 degrés, eh bien, il faut, disons, là aussi, tous les indicateurs sont au rouge en termes de fonte des calottes glaciaires, de perte de biodiversité, disons, de changement de précipitation, d'événements extrêmes. Et c'est un peu ça le diagnostic du GIEC. Il faut, alors, le diagnostic, maintenant, il est le réchauffement climatique. On ne peut pas y échapper. Hein, il est inéluctable. Ce qu'on peut faire de mieux, c'est le diminuer. Et je crois que ça va être maintenant la suite du débat, le diminuer avec, donc tout le monde en est conscient, hein, puisque tous les pays de la planète ont adhéré à l'objectif que le réchauffement climatique lié aux activités humaines ne dépasse jamais 2 degrés. Mais pour atteindre cet objectif, c'est important, eh bien là, les chiffres sont, en gros, il nous faut émettre que 300 milliards de tonnes, utiliser que 300 milliards de tonnes de carbone, c'est-à-dire 30 fois les émissions de cette année. Donc, et ça ne représente, c'est moins de 20% des combustibles fossiles des réserves, c'est-à-dire ce qui est facilement accessible. Donc il faut bien voir que cette idée qu'on peut utiliser jusqu'à la dernière goutte de pétrole n'est pas du tout compatible avec l'idée de maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés, et ce à quoi il faudra s'adapter. Alors ça, les économistes voient ça d'une façon plus souple, c'est-à-dire que l'idée c'est là je terminerai, c'est que si on veut maintenir en dessous de 2 degrés, il faudrait, disons, être pratiquement divisé par 2, par 3 à horizon 2050 et continuer par la suite jusqu'à avoir éventuellement pratiquement pas d'émissions disons, à horizon de la fin du siècle. Donc ça place les conclusions principales du rapport du GIEC. Voilà. Merci. Alors, pour adresser cette question du changement climatique, les États ont signé un protocole de Kyoto, ça vous le savez, vous en avez entendu parler, et tous les ans, on a la conférence onusienne pour le climat, où tout le monde se réunit, où chaque pays y envoie une délégation, et où se discute la possibilité d'un accord pour justement limiter à 2 degrés seulement ce réchauffement. Bon, vous l'aurez compris, et je pense que vous avez entendu parler du sommet de Copenhague en 2009, on est tombé sur un accord, oui, qui disait de manière non contraignante, ne dépassons pas les 2 degrés. Bon, so what? Une fois que ça a été dit, personne ne s'est engagé avec des éléments chiffrés, sauf évidemment l'Europe, qui avait, dans le cadre d'un paquet climat-énergie, réduit de 30% sa consommation d'énergie, qui augmentait de 30% son efficacité énergétique et qui recourait à 30% à des énergies renouvelables. Mais c'est à peu près la seule partie du monde qui s'est engagée. Alors on a en 2015 le sommet de l'ONU qui va se passer à Paris. Et là, à nouveau, beaucoup d'espoirs sont mis dans ce sommet. Quels sont les enjeux, Geneviève? Et toi qui es en train d'organiser une espèce de mobilisation citoyenne très très forte, raconte-nous un peu ce qu'on peut tous faire, parce qu'on ne fait pas partie d'une délégation d'un pays. Merci Laure, merci pour cette invitation. Donc je vais essayer d'abord de répondre à la question comment gagner la course de vitesse. Et comment gagner la course de vitesse, le titre ne nous dit pas qui est partie prenante de la course. Et c'est quand même la question centrale. Qui aujourd'hui est dans la course pour lutter contre le changement climatique? Parce que certes ce titre traduit l'urgence, mais cela fait quand même maintenant plusieurs décennies que nous sommes dans l'urgence. Et que si nous nous réduisons à des urgentistes, nous risquons bien à un moment donné d'être dépassés par ce qui nous arrive, être incapables de penser politiquement et socialement aussi la question du climat, et être tentés de nous en remettre finalement à des solutions d'urgence qui seraient des solutions techniques, technologiques, qu'on nous fait miroiter aujourd'hui, malgré tout, pour lesquels il y a des investissements absolument gigantesques de grands groupes industriels et financiers au niveau international,
Je parle en particulier de la géo-ingénierie qui consisterait, face aux difficultés que nous avons pour mettre en place des politiques, pour véritablement lutter contre le changement climatique ou pour s'adapter au changement climatique, qui consisterait à modifier certains équilibres de la planète, à modifier la planète elle-même pour qu'on puisse s'adapter, pour qu'elle puisse s'adapter aux nouvelles conditions de l'atmosphère en particulier. Alors, évidemment, dans ce cas-là, dans la course, la société serait absente. Or, il me semble absolument urgent de dire que la question du climat, ce n'est pas une question abstraite. Bien sûr que nous avons besoin, et de plus en plus, des connaissances scientifiques. Les scientifiques ont un rôle absolument central pour dévoiler les choses. Mais une fois que nous avons cette connaissance, c'est à la société dans son ensemble de s'emparer de la question climatique. Certes, on doit raisonner à l'échelle d'un siècle ou deux, mais nous devons dire aussi que le changement climatique, il est déjà en cours. Il y a déjà des populations affectées par le changement climatique en cours. Ce n'est pas une question pour les générations futures, parce qu'il est très difficile de penser la solidarité par rapport à des générations futures. Et bien souvent, c'est quelque chose qui limite l'action. Aujourd'hui, nous avons à penser la question du climat par rapport aux générations présentes dans nos sociétés riches et bien sûr dans les sociétés beaucoup plus pauvres qui souvent sont beaucoup plus affectées aujourd'hui par les changements climatiques et qui n'ont pas les moyens que nous avons pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir lutter contre le changement climatique. Donc ce que je voudrais développer, c'est que la question climatique est éclairée par la recherche scientifique, doit l'être de plus en plus, mais reste une question profondément politique et une question sociale. Les enjeux de la COP 2015, à Paris, donc, la COP 21, pardon, en décembre 2015. Elle est effectivement importante, cette conférence des Nations Unies sur le climat, puisque depuis l'échec de la conférence de Copenhague, il s'agit de trouver un moyen de renouveler ce qui avait été fait en 1997 à Kyoto, qui avait abouti au premier traité international qui, même s'il était timide, se donnait comme objectif la diminution des émissions de gaz à effet de serre. C'était un traité qui se voulait contraignant et un traité qui était fondé sur la différenciation des responsabilités. Responsabilité par rapport à toutes les émissions qui ont eu lieu dans le passé et qui ont abouti à la concentration des effets de serre dans l'atmosphère qui aujourd'hui sont le moteur du changement climatique, du réchauffement climatique. Et 2015 donc doit être, et c'est une année importante pour les COP, il y en a tous les ans, donc il y en aura une à Lima au Pérou cette année, mais en 2015 les pays se sont engagés à trouver un accord international. Reste une très très grande incertitude sur la nature de cet accord. En effet, depuis Copenhague, la plupart des pays industriels, mais pas seulement, certains pays aussi émergents, refusent de fait l'idée d'un accord contraignant et disent que finalement, pour rester en dessous de la barre de l'augmentation des plus de degrés, chaque pays devrait s'engager en fonction de ses propres décisions et que la somme finalement de tout cela, eh bien, pourrait faire l'affaire. Et donc il s'agit de revenir sur un point central du protocole de Kyoto, qui était l'aspect contraignant du traité, qui était un vrai traité international contraignant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui fait débat, et qui sera au centre aussi du débat, c'est dans quelle mesure on peut différencier les responsabilités entre les différents États. Traité contraignant, mais pas contraignant de la même façon selon le type de responsabilité qu'on peut avoir dans le changement climatique. Il est clair que les vieux pays industriels ont une responsabilité dans le changement climatique que n'ont pas les pays du Sud, certains pays du Sud, et que n'ont pas même aujourd'hui les pays émergents qui deviennent des gros émetteurs, qui ont une responsabilité, bien entendu, mais qui n'ont pas la même responsabilité non plus que les anciens pays industriels. Et donc, là, aujourd'hui, il y a une offensive des pays aussi industriels pour refuser de reconnaître la responsabilité historique dans le dérèglement climatique. Et donc, la nature du traité va dépendre très très fortement de ces deux choses.
Aurons-nous un traité contraignant avec des objectifs chiffrés et pas simplement des déclarations générales? Donc ça, c'est un sujet très très important. Évidemment, aujourd'hui, les mouvements sociaux, les mouvements écologistes, les mouvements de base, partout au niveau international, préparent aussi cette conférence internationale de Paris en 2015. Et ils ont des propositions pour avancer. Première chose, nous ne referons pas l'erreur de Copenhague, qui a consisté à dire que Copenhague était le sommet de la dernière chance. Nous nous sommes désarmés en disant que c'était le sommet de la dernière chance, parce qu'après l'échec de Copenhague, nous nous sommes un petit peu retrouvés tout nus, tellement nous avions brandi ce sommet-là comme étant celui de la dernière chance. Donc non, ce n'est pas le sommet de la dernière chance, certainement pas, parce que nous pensons que, outre les négociations qui vont avoir lieu entre les États, ce qui est important pour 2015 et dès maintenant, c'est de créer un rapport de force. Bon, ça peut paraître un très grand mot. C'est que face aux difficultés à trouver un accord politique, ce sont les sociétés qui ont aussi à se mettre en mouvement et qui sont déjà en mouvement. Car depuis Copenhague, depuis 2009, partout dans le monde, ont surgi des luttes, des expériences, je dirais, qui sont déjà dans la transition écologique qui est nécessaire, dans la transition énergétique qui est nécessaire. Elles existent dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine aussi de l'industrie, des transports. Il y a déjà des transitions qui se mettent en œuvre. Et nous sommes convaincus que nous allons nous battre, disons, autour de 3 axes. Pour qu'il puisse y avoir un véritable traité international, il faut que l'ONU réaffirme son indépendance par rapport à tous les lobbies industriels et financiers, et en particulier par rapport aux lobbies de l'énergie, qui sont extrêmement actifs dans les négociations. L'ONU, aujourd'hui, a été en grande partie captée par des lobbies industriels et financiers, et notamment par les lobbies de l'énergie. Comme disait Jean Jouzel, le deuxième point sur lequel vraiment nous allons tenter, en tout cas, de nous unir pour faire surgir d'autres propositions, c'est que des dispositions soient prises pour restreindre progressivement mais drastiquement l'utilisation des énergies fossiles, puisque c'est là véritablement le nœud de la question concernant la concentration et les émissions de gaz à effet de serre. Donc le climat est une question concrète, elle impacte la vie quotidienne des générations présentes. Le poids des lobbies, identifier des responsables. Le climat, ce n'est pas une question abstraite. Il y a des responsabilités. Ce ne sont pas des responsabilités de personne. Quand la Société Générale, Banque française, finance une des plus grandes centrales à charbon en Australie, à coût de milliards d'euros, c'est le projet Alpha Coal, eh bien nous avons le droit de nous adresser à la Société Générale, et nous le ferons, pour lui demander d'arrêter ce financement. On ne peut pas d'un côté se déclarer tenant du développement durable et de l'autre côté continuer à financer ce type d'industrie extrêmement polluante. Donc ça, c'est tout le travail que la société a organisé dans tous ses échelons. C'est ce travail de visibilité à la fois des alternatives et des responsabilités qui ne sont pas individuelles. Il ne s'agit pas de dénoncer des personnes, mais il s'agit de dénoncer des logiques qui conduisent à effectivement un risque évident de basculement du basculement du climat. Et qui dit basculement du climat, dit basculement des sociétés. Ce qui nous paraît extrêmement important, c'est aussi une mobilisation citoyenne. Parce que quand je parlais au début de mon intervention des solutions techniques qui peuvent nous être données dans des situations de panique, parce que si le climat bascule, on peut avoir sur certains sujets des situations de panique dans la société. Si nous n'avons pas anticipé collectivement, par nos expériences, une adaptation par rapport au changement climatique, on sait que ces moments de panique sont aussi porteurs de risques politiques très graves, de politiques extrêmement autoritaires justement, pour réguler le climat. Et donc c'est aussi un enjeu démocratique que nous avons à mettre en avant par rapport à la conférence sur le climat à Paris en 2015.
vous remercie. Comme elle n'est pas là, je vais quand même relayer une des choses que m'avait dite Corinne Lepage quand j'étais à la COP 19, c'est-à-dire la dernière conférence onusienne sur le climat l'année dernière, c'était à Varsovie. On était 1 millier de personnes dans la rue. Copenhague, souvenez-vous, il y avait 40 000 personnes dans la rue, 50 000 personnes dans la rue. Là, l'année dernière, nous n'étions qu'1 millier. Et elle me disait, comment voulez-vous que nous, les députés européens, on puisse défendre devant les délégations du monde entier une volonté européenne d'agir alors que personne ne nous soutient. Donc effectivement, la mobilisation citoyenne, c'est concrètement du soutien pour les décideurs et les parlementaires et les membres des délégations. Donc s'il y a des appels au climat et aux marches pour le climat, comme il y en a un pour le 21 septembre à Paris, il faut aller dans la rue, venir à Paris, marcher pour le climat le 21 septembre. Je voudrais signaler aux personnes qui sont debout, au fond de la salle, que c'est super de voir un amphi avec des gens debout, mais il y a des places assises devant. Donc si vous voulez vous installer confortablement, il y a quand même un peu de place assise. Voilà. Mais c'est super de voir un amphi bourré à craquer. Jean-Paul Chanteguet, donc ça c'est les aspects généraux un petit peu de notre problématique climatique. Qu'est-ce que concrètement, politiquement, on peut mettre en œuvre pour réellement réduire ces émissions de CO2 qui, rappelons-le, sont importantes dans 3 secteurs, le transport, le bâtiment, l'agriculture, l'alimentation, l'industrie. En fait, ce n'est pas 3 secteurs, c'est l'ensemble de la vie, en fait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Merci. Merci beaucoup. Merci à Nouvelle Donne de m'avoir invité. J'étais, pour votre information, aussi invité à l'Université des Verts et je suis ici. Je vais essayer de respecter mon temps de parole. Je voudrais tout d'abord rappeler que le président de la République, je voudrais parler un petit peu de lui et des positions qu'il a prises, et je crois, et d'ailleurs les faits le montrent, et les décisions qui ont été prises le montrent, est conscient de la nécessité de mettre en œuvre une politique en faveur du réchauffement, contre la mise en œuvre d'une politique pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça commence bien. Mais c'est pour lutter contre le réchauffement climatique. Je rappellerai que dans le cadre de la campagne électorale, l'engagement avait été pris d'organiser un grand débat sur la transition énergétique. Ce débat sur la transition énergétique, il a eu lieu, Jean Jouzel y a participé et beaucoup d'autres acteurs de la filière énergétique. Et le 18 juillet donc 2013, les conclusions des travaux du débat ont été remises. De nombreux points de consensus, quelques points de dissensus, le nucléaire, la fiscalité écologique, l'exploitation des huiles et gaz de schiste. Et puis, l'engagement avait été pris aussi de déposer donc un projet de loi portant donc transition énergétique. Ce projet de loi de programmation de la transition énergétique a été donc adopté en Conseil des ministres à la fin du mois de juillet et il sera examiné, je pense, dans des conditions tout à fait particulières. Donc la première semaine d'octobre à l'Assemblée nationale. Pourquoi je dis tout à fait particulière ? Parce que ce texte sera examiné en commission donc spéciale qui va être créée à la fin du mois de septembre et quelques jours après, donc en séance publique. Je rappellerai aussi, je reviendrai sur ce texte quand même, mais je rappellerai aussi que si nous accueillons en décembre 2015 la COP 21, c'est parce que le président de la République a posé la candidature de la France pour l'accueil en 2015.
Donc je voulais malgré tout rappeler ces faits. En ce qui concerne le projet de loi qui va être soumis à l'Assemblée nationale, Jean Jouzel le connaît bien puisqu'il était rapporteur, puisque ce projet de loi était soumis pour avis au Comité économique, social et environnemental, et Jean Jouzel était rapporteur avec une autre personne de cet avis. Je dois vous dire que ce projet de loi m'inquiète beaucoup. Il m'inquiète beaucoup parce que je pense qu'il ne répond pas véritablement aux enjeux qui ont déjà été rappelés. Et c'est vrai que nous avons le sentiment, à la lecture de ce texte, que nous sommes dans un texte de temporisation. Et j'ai le sentiment qu'on veut nous faire acheter un lièvre dans un sac. Et je dois dire que, pour ce qui me concerne, j'aurai l'occasion, bien entendu, de m'exprimer plus longuement sur ce texte, donc à l'occasion de l'examen. Mais qui dit transition énergétique, bien sûr parce que on va vers un épuisement des énergies fossiles, dit transition énergétique parce qu'il faut mettre en œuvre cette politique pour lutter contre le réchauffement climatique. On est bien d'accord. D'ailleurs, j'avais suggéré à Madame Royal de dénommer ce texte de programmation pour la transition énergétique et pour le climat. Cette proposition n'a pas été retenue. Je le regrette. Je le regrette énormément. Mais qui dit transition énergétique dit financement de la transition énergétique. Le coût de la transition énergétique est estimé pour notre pays entre 50 et 70 milliards. Je dis 50 et 70 milliards d'euros, on peut ouvrir un débat ici, sachant que aujourd'hui, on consacre, ce sont les chiffres de 2012, 37 milliards d'euros déjà, sur les 50 à 70 milliards, ce qui veut dire que le coût de la transition énergétique, ou le surplus du coût de la transition énergétique qu'il faudrait mettre en œuvre, c'est entre 15 et 35 milliards d'euros qu'il faut trouver. Alors, différentes propositions ont été faites, Gaël Giraud y reviendra, mais le financement de la transition énergétique est un des éléments majeurs de la mise en œuvre d'une véritable politique, alors qui concerne bien sûr le bâtiment, qui concerne les transports, qui concerne l'industrie, qui concerne la vie de tous les jours. Alors, la contribution climat-énergie, je me suis battu pour qu'elle soit mise en place, ou taxe carbone, mais on va dire plutôt contribution climat-énergie. Il s'agit là d'une fiscalité environnementale. Cette contribution climat-énergie, elle a été mise en œuvre grâce aux propositions faites par Christian Depertuis dans le cadre du comité pour la fiscalité écologique, puisqu'on a introduit dans la fiscalité sur les énergies fossiles, à partir de la loi de finances 2014, une base carbone, avec un prix de la tonne de carbone de 7 €, qui va progresser normalement dans le temps, si bien entendu, ces décisions sont mises en œuvre, puisque nous sommes à 7 €, nous sommes à 7 € la tonne de carbone en 2014, on devrait passer à 14 € et à 22 € en 2016. 22 € en 2016, qui fait quand même un produit fiscal qui n'est pas neutre. On est sur une fiscalité incitative dont l'objectif est de changer les comportements, mais on est aussi sur une fiscalité écologique qui est une fiscalité de rendement. En 2016, cette contribution climat-énergie, elle rapportera à l'État, au budget de l'État, 4 milliards d'euros. Alors 3 milliards ont déjà été préemptés par le contrat, par le CICE, donc le crédit impôt compétitivité emploi. Il restera 1 milliard pour financer peut-être des mesures d'acceptabilité sociale, c'est-à-dire permettant d'aider les ménages ou les entreprises qui seraient impactées par la mise en place de cette contribution climat-énergie. Mais il s'agit, au travers de la contribution climat-énergie, de changer les comportements de tous les acteurs, qu'ils soient citoyens, consommateurs, collectivités territoriales ou entreprises. Mais il s'agit aussi de mobiliser des moyens financiers pour financer la transition énergétique. Car demain, grâce à la contribution climat-énergie, nous pouvons disposer de moyens supplémentaires pour financer la transition énergétique. Alors, l'objectif, c'était le rapport de Michel Rocard, l'objectif c'est que la tonne de carbone soit de 100 € en 2030. Les agents économiques,
bien entendu, il faut leur donner de la visibilité. Si l'on veut demain rendre un peu plus rentables les investissements dans la transition écologique, eh bien, il faut donner un prix à la tonne de carbone et définir une trajectoire à l'horizon 2030. Et donc, l'objectif, ce serait que la tonne de carbone s'élève à 100 € en 2030. C'est un premier outil, mais nous avons la chance d'avoir voté en 2014 donc la mise en place de cette contribution climat-énergie. Je voulais évoquer un deuxième outil qui me paraît important. Vous avez beaucoup entendu parler de l'écotaxe poids lourd. Elle est défunte, cette écotaxe poids lourd. Elle a été remplacée par un péage de transit poids lourd qui n'est pas défunt, mais qui est mal en point quand même, parce que normalement il devrait être mis en place donc au début de l'année 2015, mais compte tenu des difficultés rencontrées, je crains fort malheureusement que l'on ne puisse pas mettre en place donc ce péage de transit poids lourd. J'ai fait un rapport à l'Assemblée nationale proposant la mise en place d'une éco-redevance poids lourd un peu différente de l'écotaxe. Je regrette que les propositions que j'ai faites n'aient pas été donc acceptées, mais ces propositions, elles permettaient quand même de mobiliser pour les infrastructures de transport, et en particulier les infrastructures de transport alternatives à la route, près d'1 milliard d'euros. Alors je vais faire prochainement une autre proposition, je l'ai déjà faite, et ça concerne les sociétés d'autoroutes, puisque lorsqu'on a parlé de l'écotaxe poids lourd, je termine, lorsqu'on a parlé de l'écotaxe poids lourd, eh bien, Madame la ministre de l'Environnement évoquait les profits qui sont faits par les sociétés concessionnaires d'autoroutes, près de 2 milliards nets, ce qui n'est quand même pas rien, 2 milliards de bénéfices nets. Et donc, elle a pensé que comme ça, on pouvait prendre au passage 1 milliard sur les 2 milliards. Malheureusement, c'est un peu difficile, même si demain, l'Assemblée nationale votait des dispositions spécifiques de prélèvement supplémentaires sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Cela serait considéré comme le fait du prince. Donc, je propose, et je vais proposer prochainement, donc la dénonciation par anticipation des concessions autoroutières, sachant que nous avons la possibilité de le faire pour motif d'intérêt général, que c'est tout à fait possible, qu'on a la possibilité de mettre en place un montage qui soit déconsolidant, c'est-à-dire pas maastrichtien. Et donc, on a la possibilité, au travers de cette dénonciation par anticipation, eh bien, on aurait la possibilité de mobiliser des moyens financiers supplémentaires pour les infrastructures de transport, en particulier le rail, la voie d'eau, mais aussi les transports collectifs en site propre. Donc voilà les deux propositions que je voulais faire, mais c'est vrai que le financement de la transition énergétique, c'est un vrai sujet. Malheureusement, il n'est que peu abordé, et je trouve que par rapport au projet de loi dont on parlait tout à l'heure, eh bien, il y a un projet de loi avec un contenu, mais en face, il n'y a pas de moyens financiers, et ça, c'est tout à fait regrettable. Est-ce que tout le monde comprend ce que signifie une contribution climat et énergie à 7 € la tonne? Concrètement? Ok, pas de problème alors. Non, alors il y en a qui ont un problème. Donc, est-ce que, Monsieur Chanteguet, vous pouvez expliquer très concrètement ce que c'est qu'une contribution climat-énergie à 7 € la tonne pour le particulier qui a une voiture, qui prend sa voiture pour aller travailler, alors, si qui n'a vous pas voulez, isolé sa maison, etc. À 7 € la tonne, aucun impact. Aucun impact. Par contre, lorsque la tonne sera en 2015 normalement à 14 €, ça aura un impact de quelques centimes, d'euros par litre de gasoil ou d'essence. Je vais peut-être dire une bêtise, j'aurais dû venir avec ce chiffre, mais je crois que c'est autour de 2 centimes. Voilà. À 14 €, c'est 2 centimes par litre de gasoil ou d'essence. Est-ce que ça limitera la production de CO2 ? L'objectif, c'est bien entendu de limiter les consommations d'énergie fossile. Et l'on utilise, si vous voulez, au travers de l'augmentation du prix de la tonne de carbone et de la mise en place de la contribution climat-énergie, ce que l'on appelle le signal prix, c'est-à-dire que
ce qui n'a pas de prix, eh bien, vous le consommez sans limitation. Ce qui a un prix, eh bien, vous le consommez avec modération. Voilà, mais à 2 centimes, c'est vrai que ça va être $1 pour beaucoup de personnes. Écoutez, gardez vos questions pour la fin, parce que j'aimerais qu'on laisse intervenir tout le monde. Et ensuite, on aura 3 bons quarts d'heure de discussion, et pas que sur la contribution climat-énergie, je l'espère. Donc, Gaël Giraud, c'est à vous, en tant que directeur de recherche au CNRS spécialisé en économie, en transition énergétique et en réglementation financière, de nous dire comment on va pouvoir financer cette transition énergétique, parce qu'il faut quand même un peu plus de 4 milliards d'euros. Merci beaucoup. Je reviens juste très très rapidement sur un certain nombre de grandes données qui ont déjà été abordées, mais c'est juste pour faire une synthèse pour ceux qui découvrent un peu le sujet. Premièrement, vous avez compris que, donc c'est ce que nous a rappelé Jean, il y a un gros enjeu qui est limiter l'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète. Je parle sous le contrôle de Jean, mais en gros les conclusions du GIEC, c'est 2 degrés, c'est déjà trop tard. Nous ferons de toutes les manières plus de degrés à la fin du siècle. Le nouvel objectif qu'il faut nous donner, c'est ne pas faire plus de plus 5. Donc ça veut dire que ce n'est pas impossible, tout n'est pas perdu, l'apocalypse n'est pas pour demain matin, mais il faut être lucide. Nous sommes déjà très très mal engagés et il ne sert à rien de nous raconter des contes de fées sur plus de degrés, c'est déjà trop tard. Plus 5 degrés, il y aurait déjà des gros dégâts, etc. Bon, plus de degrés, c'est trop tard. Premièrement. Deuxièmement, il faut à la fois donc veiller à limiter les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement, et en même temps s'adapter. Il faut faire les deux. Je dis ça au sens où il y a des débats dans lesquels certains, peut-être un certain nombre d'entre vous sont déjà entrés, un certain nombre de gens qui disent il suffit de faire de l'adaptation, c'est ce qu'a rappelé un tout petit peu Geneviève, d'autres qui disent non, il suffit de limiter les émissions de gaz à effet de serre, très probablement il faut faire les deux. Troisièmement, pour faire les deux, il faut à la fois agir sur la demande et sur l'offre. Agir sur la demande, c'est ce que Jean-Paul vient de rappeler, c'est-à-dire, par exemple, mettre un signal prix qui permette de rendre de plus en plus coûteux la consommation d'énergie fossile, étant entendu qu'on a compris que le marché du carbone ne fonctionne pas du tout et n'a aucune chance de fonctionner tout seul. Un marché décentralisé ne peut pas tenir compte des externalités négatives que produit la consommation, par exemple, d'énergie fossile, intrinsèquement. Même les économistes les plus néolibéraux le concèdent, donc il ne sert à rien d'attendre que le marché du carbone fonctionne tout seul, il ne le fera pas. Donc il faut intervenir de manière, disons, discrétionnaire sur le signal prix, et c'est ce que propose Jean-Paul, ce que propose un certain nombre de gens, via par exemple des taxes carbone, vous voyez, qui modifient, qui déforment le prix du carbone de manière à donner les bonnes incitations du côté de la demande, c'est-à-dire qu'on consomme moins. Et puis vous avez l'autre volet, qui est l'offre, agir sur l'offre, c'est-à-dire engager des grands plans d'investissement pour des infrastructures vertes. Et c'est là que l'immense sujet du financement apparaît. Oui, mais je crois que c'était utile de rappeler tout ça. Pour ce qui est de ce deuxième volet, qui est celui de l'offre, Jean-Paul en a un tout petit peu parlé. Il y a eu donc un travail magnifique qui a été fait par le comité des experts pour le débat national l'an dernier, dont j'ai fait partie, qui a rendu 2000 pages de réflexion sur ces questions-là, qui a montré, à mon avis, plusieurs choses. La première, c'est qu'il existe un certain nombre de scénarios de transition énergétique pour la France qui sont aujourd'hui sur la table. Donc il est faux de dire qu'on ne sait pas comment faire, c'est pas vrai. On a au moins une douzaine de scénarios possibles. Alors ça veut dire d'abord que un certain nombre d'experts y ont travaillé et ont des idées sur la manière dont il faut s'y prendre. Deuxièmement, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule manière de s'y prendre. Lorsque ces 12 ou 15 scénarios qui ont été ramenés à 4 grandes familles pour que ça puisse être discuté politiquement ont été présentés au président de la République, le président de la République aurait dit « Ah, il y a 4 scénarios, il n'y en a pas qu'un ». Alors on lui dit « Ben oui, monsieur le président, il y en a 4, donc il va falloir choisir ». Réponse du président. Réponse du président. C'est frustrant. Voilà. Ce que je veux souligner par là, c'est qu'on a besoin d'un véritable débat démocratique parce qu'il y a des choix de société qui sont engagés dans ces scénarios. Tel scénario que vous connaissez sûrement, Négatep par exemple, mise essentiellement sur le nucléaire. Tel autre scénario que vous connaissez sans doute aussi, à l'autre extrême, Négawatt, mise essentiellement sur une sortie la plus rapide possible du nucléaire. Bon. Et entre les deux, vous avez tout un continuum de solutions intermédiaires possibles, selon la place que vous donnez au gaz, aux énergies renouvelables, etc. Donc là, il y a besoin d'un vrai débat, c'est-à-dire à la fois les experts font leur boulot, ils nous éclairent, ils nous montrent que c'est possible, et qu'en même temps, tout ne se ramène pas à une discussion technique, il y a des projets de société sous-jacents au choix de ces scénarios. Et donc il est urgentissime, comme le disait Geneviève, que le corps social, que la société se saisisse de ce débat et choisisse ensemble. Il serait terrifiant que ce soit un tout petit groupe d'ingénieurs, fût-ce des X-Mines, qui décident à notre place.
voyez, du bon scénario. J'en viens maintenant à la question du financement. Une fois qu'on engage le débat démocratique sur quel est le scénario que nous voulons mettre en œuvre en France, une fois qu'on a compris que l'obstacle majeur n'est pas technique, c'est-à-dire on sait en gros ce qu'il faut faire, les premières étapes sont relativement bien connues, je les rappelle très rapidement pour mémoire, rénovation thermique des bâtiments, c'est le chapitre prioritaire, bon, et il y a sur la table des projets pour le faire. Deuxième étape, la mobilité verte, et troisième étape, le verdissement des processus industriels et agricoles. Une fois qu'on a compris ça, on se dit comment est-ce qu'on finance, c'est ce qu'a rappelé Jean-Paul. Pour ce qui est du financement, je crois que le verrou majeur qu'il faut faire sauter, c'est l'idée que nous vivons dans un monde avec une quantité de monnaie finie et qu'il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Et ça, c'est le discours classique qu'on entend, surtout relayé par des banquiers, qui est « Cher ami, vous m'êtes sympathique, mais j'ai pas de monnaie, j'ai pas d'argent. Où voulez-vous que je le trouve ?» Vous voyez ? Alors ce discours-là est faux. Il faut comprendre que le métier d'une banque, c'est de créer de la monnaie tous les jours. Une banque privée. Lorsqu'une banque privée vous accorde un crédit, elle crée de la monnaie. Il est très important de comprendre que c'est ce qui distingue fondamentalement une banque de toute autre institution financière non bancaire. La raison pour laquelle ceci est très peu répété, c'est qu'une fois qu'on a compris ça, vous voyez bien que la négociation entre quelqu'un qui demande un crédit et un banquier qui l'accepte ou le refuse n'est plus du tout la même. Le banquier ne peut plus dire à Madame Michu, je vous adore, mais au fond, je n'ai pas d'argent à vous prêter. Parce que si en face, Madame Michu sait que, en réalité, ça lui coûte un peu d'huile de coude d'écrire sur un écran d'ordinateur « Je prête 100 000 € à Madame Michu », le niveau de la négociation n'est plus du tout le même. Vous comprenez ? Or, ça ne lui coûte que de l'huile de coude. Après, il y a évidemment toute la question du business plan de la banque, c'est une autre affaire. Mais créer 100 000 €, ça coûte de l'huile de coude, y compris à une banque privée. Alors, du coup, vous avez deux grandes options, ou disons en fait trois. Première option, nous vivons avec la quantité de monnaie en circulation déjà existante, et ça veut dire qu'il faut redistribuer une partie des richesses pour l'investir dans les grands plans d'infrastructures vertes dont j'ai rappelé qu'ils existent. Ça, c'est du côté de la fiscalité, de la redistribution. Ça, si vous voulez, c'est l'option Piketty, pour dire les choses de manière très, très caricaturale. Puis vous avez deux autres options qui s'appuient sur la création monétaire, qui disent, puisqu'on a besoin d'argent pour financer ces grands plans de transition, créons la monnaie dont nous avons besoin. Créer de la monnaie, ça coûte zéro. Quel est le risque derrière la création monétaire? S'il y a un économiste dans la salle, il vous le dira tout de suite. C'est évidemment le risque inflationniste. Et vous avez ça en tête, puisqu'on ne cesse de nous rappeler tous les jours que créer de la monnaie, ça fait de l'inflation. Ceci est faux également. Je crois que c'est très important de comprendre que si créer de la monnaie faisait ipso facto et toujours de l'inflation, il faudrait fermer toutes nos banques demain matin, puisque nos banques créent de la monnaie tous les jours, à chaque fois qu'elles accordent un crédit. Alors je vous concède volontiers qu'aujourd'hui, nos banques ne créent plus beaucoup de crédits. C'est bien ça le problème. Mais ce n'est pas parce qu'elles ont peur de l'inflation, c'est le cadet de leur souci. C'est parce qu'elles sont tellement proches de la faillite, toutes, y compris BNP Paribas, qu'elles n'ont plus du tout envie de prêter à des projets qui ne rapportent pas assez dans l'économie réelle, dans une économie réelle qui n'a plus de croissance. Donc ça n'a rien à voir avec la phobie de l'inflation. Donc premièrement, créer de la monnaie ne provoque pas ipso facto de l'inflation. Créer de la monnaie fait de l'inflation si je crée de la monnaie qui n'est pas investie dans des projets qui rapportent quelque chose. Alors évidemment, si je crée de la monnaie que je jette par la fenêtre, ça, ce sera inflationniste. C'est bien ce qu'on a vu avec les bulles subprime en Irlande et en Espagne, où les banques ne se sont pas privées d'accorder des crédits incroyables à des projets immobiliers qui n'avaient aucun sens. Ça a créé une bulle immobilière qui a explosé et qui a ruiné et l'Irlande et l'Espagne. Donc ça, c'est un exemple de crédit bancaire stupide qui provoque de l'inflation. Donc toute la question, c'est peut-on créer de la monnaie pour financer la transition énergétique de manière intelligente? Est-ce que ceci comporte un risque inflationniste? Non, si nous le faisons intelligemment. Oui, si nous jetons l'argent par la fenêtre. Nonobstant le fait que, compte tenu du climat déflationniste qui est celui de l'Europe aujourd'hui, même si nous jetons l'argent par la fenêtre, le risque d'une inflation majeure dans la décennie qui vient est à peu près nul à mon avis. Mais il faut entendre cette objection. Alors, une fois qu'on a désamorcé cette autre objection, créer de la monnaie, c'est toujours inflationniste, il reste, qui va créer de la monnaie? Deux grandes options. Les banques privées, à ce moment-là, il faut les y inciter. Alors ça, c'est des propositions qui sont actuellement sur la table auprès du gouvernement, qui sont portées d'un côté par la Caisse des dépôts et consignations, Pierre Ducret, pour ce qui est du financement de la rénovation thermique des bâtiments privés, et par moi-même et d'autres, une société qui s'appelle AFTER, dont je suis le président, qui propose un financement de la rénovation thermique des bâtiments publics via la création monétaire privée soutenue par l'État. Et puis il y a l'autre grande option,
qui est évidemment beaucoup plus puissante et qui est celle que Nouvelle Donne a adoptée, que Nouvelle Donne va porter cet automne, si j'ai bien compris, qui est de dire pourquoi ne pas utiliser le pouvoir de création monétaire de la Banque Centrale Européenne. Et c'est vrai que ça, c'est le deuxième grand tuyau. La Banque Centrale Européenne a le droit de créer de la monnaie ex nihilo à coût nul. Ça coûte de l'huile de coude. La Banque Centrale Européenne a été capable en février 2012 de créer 1000 milliards pour les banques. Pourquoi ne pourrait-elle pas créer 1000 milliards pour sauver la planète ? Oui. Alors, le contexte politique est particulièrement favorable pour porter cette option aujourd'hui parce que les grands banquiers centraux de la planète qui se sont réunis au Wyoming à Jackson Hole ont pris conscience du fait qu'avec, disons, la grille d'analyse du monde qui est la leur, ils n'ont pas d'autre option aujourd'hui que de continuer à créer de la monnaie tous azimuts pour sauver les banques. Et donc nous avons là une avenue devant nous qui est de dire, vous êtes capable de créer de la monnaie pour sauver les banques, continuez à créer de la monnaie, mais maintenant pour faire la transition. Vous avez peut-être repéré qu'en Allemagne, le discours hostile à la création monétaire est en train de changer de couleur. Un certain nombre d'intervenants ont dit, mais au fond, créer de la monnaie, c'est quand même pas le péché originel, c'est pas si grave que ça. En fait, parce qu'ils sont en train de s'accoutumer à l'idée qu'il va falloir continuer d'autoriser la BCE à créer de la monnaie gratuitement pour les banques. Et donc là, nous avons une porte ouverte pour nous, pour dire, faisons-le, mais intelligemment, de manière à financer la transition. Voilà, je vais m'arrêter là. Avec cette démonstration, on voit que le climat, ça n'a plus rien à voir avec les climatologues et les glaciologues. Maintenant, on est rentré dans le dur, le politique et l'économique. Et c'est pas mal d'avoir un cours comme ça. Merci. Donc, alors, un cas concret en France de ce qui a été tenté pour investir dans ce qui aurait dû rapporter, c'était les subventions aux énergies renouvelables. Malheureusement, ça a créé une bulle spéculative et on a mis un coup d'arrêt en 2009-2010 par la voie d'un moratoire sur tous les projets, notamment photovoltaïques. Et depuis ce moment-là, c'est une filière en France qui existe, qui est importante, qui aurait pu l'être encore plus, mais qui a le plus grand mal à s'en sortir. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter quelles sont les options pour sortir de l'ornière, notamment pour les projets photovoltaïques et les renouvelables, qui sont le troisième volet normalement de la transition énergétique. Donc, bonjour. D'abord un petit mot d'excuse pour Corinne Lepage, qui n'a pas pu venir en raison d'un petit problème de changement d'horaire. Et qui m'a demandé de la remplacer au pied levé, donc c'est ce que j'ai fait. Donc moi je suis un adhérent CAP 21, je suis consultant énergie renouvelable, je travaille depuis plus d'une dizaine d'années pour l'Observatoire des énergies renouvelables, sur des projets pour la Commission européenne, sur des consortiums européens, donc je travaille avec des partenaires allemands comme Frankfurt School, des ECN pour les Néerlandais, des Polonais, sur des projets assez importants. Donc le but, c'est de donner aux décideurs des indicateurs sur la dynamique des énergies renouvelables en Europe. Donc toutes les énergies renouvelables, que ce soit pour la production d'électricité, pour la chaleur ou pour les transports, et montrer un peu l'évolution par rapport aux objectifs qui ont été fixés par les directives européennes, le paquet énergie-climat. Donc par rapport à... Donc je fais également des enquêtes auprès des industriels français ou des industriels qui sont présents en France pour avoir leur perception, leur avis sur la situation des filières, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Donc là, ça tombe bien, parce que je viens d'en finir 2 au mois d'août. Donc j'ai interviewé la plupart des gros industriels du photovoltaïque et du solaire thermique, qui ont évidemment en ont profité pour faire partager un peu leur doléance. Ce qu'il faut savoir que ces 2 filières en France sont dans une situation extrêmement difficile. Donc la plupart des grosses des entreprises françaises sont des situations financières extrêmement difficiles. Donc il y en a beaucoup qui ont déjà fermé.
Toute la filière en souffre, les installateurs, les distributeurs. Je ne sais pas si vous remarquez, mais l'image de tout ce qui est énergie renouvelable depuis 3-4 ans a été, disons, s'est fortement dégradée, même auprès du grand public. On ne ressent plus au niveau des énergies renouvelables, au niveau français, d'un soutien politique fort. Donc certes, il y a encore des aides, il y a des crédits d'impôt, il y a le fonds chaleur, il y a encore des tarifs d'achat, mais tout est fait pour... oui, plus. Donc les industriels sont extrêmement inquiets et actuellement il y a un vrai risque de destruction de la filière. C'est-à-dire que pour pouvoir redémarrer, pour pouvoir recréer une infrastructure, disons, fabricants, distributeurs, installateurs, ça va prendre beaucoup de temps. Donc évidemment, c'est un problème assez important. Donc par rapport à l'idée d'initiative ICE, Initiative citoyenne européenne, pour obtenir un financement via la Banque européenne d'investissement. Alors, donc K21 est favorable à 100% par rapport à ça. Donc il y a, Corinne m'a dit qu'elle était signataire pour cette ICE. Donc voilà. Bon, sinon, mon analyse au niveau de la situation des énergies renouvelables aujourd'hui, donc il faut savoir que même si depuis 2-3 ans c'est très difficile, les énergies renouvelables ont augmenté de manière très rapide. Il y a eu des progrès énormes, il y a eu une vraie industrie qui s'est créée. Et ce, dans toutes les filières. Hein. Donc il ne faut pas nier qu'il y a eu une volonté politique de développement de ces filières. Le seul problème aujourd'hui, c'est que cette volonté politique, sinon, s'est affaiblie. Donc, je dirais que les énergies renouvelables ont monté très vite, trop vite pour certains. Et donc, ça a rompu des équilibres qui étaient en place depuis pas mal de temps. Et notamment, avec la crise économique européenne, ça a créé des situations de surcapacité de production pour les filières conventionnelles. Donc ce qui s'est passé, c'est que les grands acteurs de l'énergie, qui sont là également pour défendre leurs intérêts, donc ils contrôlent encore évidemment le marché de l'énergie, parce que les énergies renouvelables, c'est plus marginal, mais ça représente que quelques 15 ou 20% selon les pays. Donc ont décidé de mettre la pression sur leurs gouvernements nationaux et sur la Commission européenne pour faire un holà sur le développement des énergies renouvelables. Parce qu'ils sont dans des situations économiques très très difficiles. Les gaziers ont des centrales électriques qui ne fonctionnent pas, donc qui leur coûtent de l'argent. Le nucléaire est très embêté avec le développement des filières électriques, énergie renouvelable, parce que forcément, quand vous développez de l'éolien offshore, ou bien même du photovoltaïque, que ce soit au niveau du résidentiel ou des centrales terrestres, évidemment, ça fait de la puissance en moins au niveau du nucléaire, et surtout, ça augmente les coûts de production du nucléaire. Donc évidemment, les tenants de l'énergie nucléaire ne sont pas très favorables au développement des filières électriques renouvelables. Donc ça, c'est également un problème. Donc, au niveau de la Commission européenne, il y a eu un vrai changement de cap. Au départ, la Commission européenne était très favorable au développement des énergies renouvelables. Donc là, il y a eu un retournement, clairement, qui s'est effectué sous la pression justement des lobbies énergéticiens. C'est que maintenant le discours je caricature un peu volontairement, mais le discours de la Commission européenne maintenant, c'est maintenant que les énergies renouvelables ont pris des gains de compétitivité, donc elles sont pratiquement à égalité sur certaines filières avec l'énergie conventionnelle ou le nouveau nucléaire, hein, le PR qui est en train de se mettre en œuvre. Et bien maintenant, les énergies renouvelables doivent, comme toute énergie, se confronter aux mécanismes de marché. Donc c'est ce qui est en train de se passer.
Donc tous les gouvernements nationaux sont en train de réviser leur système d'incitation pour la promotion des énergies renouvelables. Et l'idée derrière, c'est de mettre sur un même pied d'égalité l'énergie conventionnelle et l'énergie renouvelable. Donc, ce qui est au niveau de la contribution que pourraient avoir les énergies renouvelables pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et également le nucléaire. Donc je sais que ce n'est pas vraiment le sujet ici, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Donc voilà, donc ça crée il faut savoir que l'Europe, même s'il y a des beaux discours, même au niveau de la France, on a des beaux discours, on a une belle loi sur la transition énergétique. Au niveau des faits, au niveau de ce qui se passe actuellement, c'est une forte diminution des énergies renouvelables en France. C'est une déstructuration très importante du tissu industriel des énergies renouvelables, et ça pour toutes les filières, que ce soit électrique ou thermique. Et donc là, c'est quelque chose qu'il faut savoir, au-delà des discours assez positifs sur la loi de la transition énergétique, par exemple, qui est quelque chose de très intéressant, mais au niveau des moyens qui sont mis en œuvre, on attend toujours, et surtout les filières industrielles attendent toujours, quoi. Donc, sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. Pardon? Ah, il faut conclure? Bon, voilà. Oui, bien sûr. Donc, comme je vous disais, j'ai fait 2 petites études il n'y a pas très longtemps au niveau pour avoir la perception des industriels sur ce qu'ils demandent en fait pour justement relancer une dynamique des filières solaires thermiques et photovoltaïques. Et donc, ce qui demande le plus, c'est une véritable vision politique envers les énergies renouvelables, parce qu'actuellement, on ne sait pas où on va et comment on va. Les législations sont en train de changer tous les 6 mois. Donc, il rappelle que pour développer une industrie, il faut avoir un cap, il faut avoir une vision et s'y tenir. Donc, également, mettre en place des solutions de financement adaptées. Donc, il faut mettre en place des institutions qui acceptent de prêter de l'argent pour développer ces marchés. Donc c'est encore plus vrai au niveau des particuliers, car la plupart n'ont pas les moyens d'avancer l'argent pour réaliser les travaux de rénovation et les investissements dans les énergies renouvelables. Donc ça, c'est également quelque chose qu'il faut, au niveau du financement, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Au niveau de la réglementation thermique 2012, c'est une bonne base parce qu'elle prépare la réglementation thermique 2020 qui va permettre la construction de bâtiments à énergie positive sur les bâtiments neufs. Peut-être ce qu'il faudrait également penser, c'est une forme d'obligation au niveau de la rénovation. Ça peut être également une idée, une piste de travail. Donc pas forcément pour le résidentiel tout de suite, mais au niveau des bâtiments collectifs et tertiaires dans un premier temps. C'est déjà ce qui se passe en Allemagne, donc c'est pas du tout une utopie. C'est des choses qui sont en train de se mettre en place en Allemagne. Et également, pour finir, pour en conclure, ce que demandent également les acteurs, c'est de communiquer de manière positive sur les énergies renouvelables, donc avec une communication institutionnelle qui montre qu'il y a une vraie volonté politique de développer les filières et il y a un aval, quoi. Voilà. Bon, excusez-moi d'avoir été un petit peu long. Merci. Donc je propose qu'on a une petite demi-heure pour poser les questions. Donc je propose qu'on en pose une série de 5 maintenant, et puis à tous les intervenants, enfin voilà, on en prend 5 d'un coup, ils répondent, et après on enchaîne sur une deuxième salve. Mais voilà, je vois qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent, donc je sais pas, monsieur devant, madame à côté, derrière, là-haut, en bas, merci. À droite, à gauche. Oui, tous. Je m'appelle dans le solaire photovoltaïque depuis 35 ans. Et dans la thermique du bâtiment depuis une dizaine d'années. Sur le photovoltaïque, je voudrais apporter une note positive au niveau mondial. La croissance est repartie, la marche triomphale du photovoltaïque est repartie. Il y aura 35% de croissance en 2014 par rapport à 2013 au niveau mondial. Mais ça se passe où? En Chine, dans les pays du sud-est asiatique, aux USA, au Chili et en Amérique du Sud en général. Alors la France est complètement exclue et l'Europe aussi, vous l'avez bien dit. Donc en fait, la mauvaise nouvelle pour la France, c'est que ça fait depuis que François Hollande a été élu qu'on espère un renouveau sur ce sujet et il n'arrive pas.
Et bien que Ségolène Royal ait essayé de mettre la pression, on voit que la loi va être votée seulement à l'automne, avec des conséquences qui vont arriver en janvier. Mon entreprise et la plupart des entreprises du photovoltaïque seront mortes d'ici là. Donc vous parliez d'un risque pour la filière. Le risque, il est déjà passé. Parce que ça fait 2 ans et demi, même 3 ans et demi, que la filière perd de l'argent. Donc c'est la première chose. Vous avez une question, monsieur? Oui, la question à monsieur Chanteguet. Monsieur Chanteguet a dit que pour le financement de la transition énergétique, on avait besoin entre 50 et 70 millions. On en avait déjà 35. Moi, je n'ai pas entendu ça. J'ai entendu qu'on n'en avait que 10 et qu'il en fallait 100. Donc, est-ce que vous pouvez vous expliquer là-dessus? On prend tout de suite d'autres questions. Comment sont positionnées 2 filières énergétiques que pour ma part je redoute beaucoup, le nucléaire et les gaz de schiste, dans cette transition énergétique? J'ai très peur que le nucléaire se positionne très favorablement dans cette... C'était au monsieur de Cap 21, excusez-moi, pas retenu. Donc c'était au monsieur de Cap 21, excusez-moi, j'ai pas retenu votre nom. J'ai traduit en allemand le projet de texte de cette ICE et je me suis demandé quels étaient les équivalents au scénario négawatt sur lequel on s'appuie en Allemagne et dans le reste des pays européens. Parce qu'à ma grande honte, je ne les connais pas. Donc. Oui, question à Gaël Giraud. Vous avez parlé de la question de la création monétaire. Et moi, j'ai lu quelques livres dont malheureusement je ne peux pas citer les auteurs de mémoire, qui ont démontré historiquement qu'on vit sur un grand mensonge au sujet de la monnaie, puisqu'effectivement, depuis les années 70, nous avons perdu ce pouvoir de création monétaire. Et que donc, toutes les questions liées à la dette publique, à la perte de la force des États à intervenir, et donc aujourd'hui la situation de cession de tout ce qui est public et collectif au privé, venaient de cette question-là. Donc pourquoi on évite cette question de reprendre la main, puisque c'est ce qu'on veut faire, de la création monétaire. Alors je sais qu'on a une position peut-être intermédiaire d'une création nationale, locale, l'euro-franc, mais je pense qu'on pourrait vraiment être beaucoup plus offensif sur ces questions parce que c'est le point de départ de beaucoup d'autres questions. Allez, une dernière question et après on les laisse répondre. Alors, j'ai une question. Ça s'appelle un rapt. Bon, allez, moi j'ai... Posez votre question, madame. Alors d'accord. Donc votre question, il n'y a pas de question, c'est demander à ce que... Ok, moi, merci. Une question...
Donc, une question sur l'obsolescence programmée. Monsieur Giraud, par rapport aux priorités que vous donniez, il y a le verdissement des processus industriels et agricoles. En dehors de la conception cynique et extrêmement violente du principe de la production selon l'obsolescence programmée, il y a un niveau de responsabilité individuelle, citoyen par citoyen, dans sa manière de consommer, de s'équiper, etc. Ma question est dans quelle mesure le pouvoir politique, dans la configuration actuelle de la Ve République, dans quelle mesure ce pouvoir peut-il contraindre les entreprises à cesser cette logique selon le principe de l'obsolescence programmée? Oui, peut-être répondre. En ce qui concerne les 37 milliards, c'est les chiffres de 2012 et qui concernent en particulier l'isolation thermique des bâtiments et qui concernent donc les capacités de production énergétique. Alors, peut-être que quelqu'un dans la salle peut contester ce chiffre de 37 milliards, je ne l'ai pas vérifié. C'est un chiffre que j'ai trouvé dans un livre que je viens de lire. Voilà, sous toute réserve. Donc 37 milliards, 2012. Voilà, c'est le chiffre que j'ai donné tout à l'heure. C'est un chiffre qu'on trouve dans le livre de Bruno Rebel qui vient d'être publié. Sur gaz de schiste nucléaire, moi je vous invite à lire, même si c'est peut-être un peu complexe, le projet de loi portant transition énergétique pour la croissance verte. Gaël Giraud évoqué tout à l'heure les différents scénarios de transition énergétique qui ont été un peu mis sur la table au moment du débat national sur la transition énergétique. Il y en a 4. L'un qui est le scénario décarbonation par l'électricité, un autre qui est diversification, le troisième c'est efficacité énergétique qui est porté par l'ADEME et le quatrième c'est sobriété qui est porté par Négawatt. Le sentiment que j'ai, après avoir lu le projet de loi portant transition énergétique, c'est qu'il relève pour moi, même si on ne nous le dit pas, qu'il relève du premier scénario, c'est-à-dire décarbonation par l'électricité, donc décarbonation par l'électricité d'origine nucléaire. Voilà, c'est la lecture que je fais. Je suis prêt à en débattre avec vous. En ce qui concerne les gaz de schiste, c'est un dossier que je connais bien puisque je fais partie de j'étais co-rapporteur de la loi portant interdiction de la fracturation hydraulique avec Michel Havard, député UMP. Donc depuis le vote de cette loi, eh bien, la fracturation hydraulique est interdite. Ce que je crois personnellement, au-delà des engagements qui ont été pris par le président de la République, c'est que dans ce pays, eh bien, nous n'exploiterons jamais les huiles et gaz de schiste. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Ah oui, non mais... oui. Non mais... effectivement, vous pouvez effectivement, de cette façon-là et sous cet angle, ce que je crois, c'est que on a bien vu ce qui s'est passé lorsque les permis exclusifs de recherche ont été accordés par Jean-Louis Borloo. Dans la plus grande opacité, il y en avait 5. Aveyron, l'Ardèche, la Drôme. Bon, on peut les citer, ces 5 permis exclusifs de recherche. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu effectivement un soulèvement à la fois des citoyens et des élus. Et je vous dis que ça n'est pas possible parce que demain, si dans ces territoires-là, en particulier, là où il y a peut-être des réserves en huile et gaz de schiste, eh bien, il y aura un soulèvement citoyen et un soulèvement des élus. C'est pour ça que je vous dis que ça n'est pas possible. J'en suis persuadé. Le jamais est peut-être un petit peu optimiste. Il y avait une question que je n'ai pas vraiment comprise, mais c'est le jeune homme là-haut sur la traduction de l'ICE et quels étaient les points du scénario Négawatt sur lesquels on pouvait s'appuyer pour... c'est ça ?
Il y a beaucoup de scénarios. Négawatt, c'est français, évidemment. Je pense qu'il doit y avoir des scénarios de ce même type en Allemagne, mais pas institutionnalisés, quoi. Il y a un scénario qui vise à augmenter très fortement la part des énergies renouvelables dans le pays. Il y a un scénario de sortie du nucléaire, mais Négawatt, à ma connaissance, j'ai pas vu ça. Bon, sinon, par rapport à Négawatt, moi je pense que Négawatt, c'est un scénario qui est très très intéressant, mais c'est un scénario qui est intéressant parce qu'il donne une vision, il donne des échéances, une trajectoire. Donc moi, je ne sais pas si techniquement, économiquement, c'est possible d'atteindre Négawatt, mais moi, ce que je trouve intéressant dans le scénario Négawatt, c'est commencer à mettre en place des mesures, des politiques qui soient en phase avec ce scénario, donc pour voir les progrès, pour voir ce qu'on est capable de faire techniquement et économiquement. Et donc voilà, donc c'est vrai que quand moi j'ai pu avoir quelques discussions à Négawatt sur des forums par exemple. Moi j'aime bien les forums sur l'énergie, Enerzine, un truc comme ça. Donc là je peux se confronter avec des ingénieurs EDF, avec des pros nucléaires, avec des pros énergie renouvelable, etc. Pour eux, Négawatt, c'est une caricature, c'est quelque chose qui est impossible à faire au niveau des résultats. Les résultats, c'est une chose. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en place des politiques allant dans ce sens-là. Bon, si en cours de route, il y a des innovations technologiques, des changements, etc., on pourra toujours adapter la trajectoire. Mais voilà, pour moi, l'intérêt de Négawatt, c'est pas forcément d'arriver aux résultats par rapport aux délais qui ont été donnés, etc., de Négawatt, je ne connais pas ça par cœur, mais c'est de mettre en place des choses, de mettre en place des politiques économiques et des investissements, des financements pour pouvoir atteindre ces objectifs. Voilà. Merci Gaëtan. Geneviève, tu voulais intervenir sur les gaz de schiste ? Non ? Que passe bon, pas tout à fait. J'ai pas compris. Pourquoi pas ? Sur deux choses. Je rebondis par rapport au scénario Négawatt. Le scénario Négawatt, c'est à la fois un scénario d'efficacité et de sobriété. C'est les deux. C'est pas sobriété seulement, c'est efficacité et sobriété. Non mais c'est vrai que les autres, et c'est pour ça que j'interviens, c'est que si on parle de transition énergétique, on ne peut pas non plus maintenant, inoculer dans la société un nouveau mensonge. Nous ne pourrons pas, avec les énergies renouvelables, remplacer à l'identique la consommation que nous avons d'énergie aujourd'hui. Et ça, je crois qu'il faut absolument le dire. Voilà pourquoi je pense que c'est un nouveau mensonge qui est en train de s'instiller dans la société. Voilà pourquoi aussi, je crois qu'il y a autre chose qu'il faut dire, qu'il y a dans le scénario Négawatt, c'est que l'idée du découplage, c'est-à-dire que grâce à l'efficacité, nous pourrions continuer à croître tout en diminuant les pollutions, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Aujourd'hui, toutes les données que nous avons au niveau statistique montrent que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de découplage, y compris dans l'illusion d'une économie qui serait dématérialisée. Il n'y a pas d'économie dématérialisée. Et l'économie qu'on dit immatérielle, elle suppose une infrastructure matérielle énorme, y compris la construction d'ordinateurs, etc., etc. Attention, parce que là, la première croissance qu'il va falloir faire décroître, c'est celle de la démographie. Non. Bon, non. Dans les scénarios, on planche une augmentation de la population française, donc des besoins. Donc c'est aussi un débat que personne ne veut jamais avoir. Non, mais si on reste sur la question de la transition énergétique, et je termine, je ne veux pas monopoliser la parole, ça revient aussi à la question du financement. Évidemment que le financement de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique, c'est central. Il faut des milliards et des milliards. Mais ceci ne doit pas nous aveugler. Il y a aussi des solutions qui ne coûtent pas très cher. Quand on parlait de l'huile de Kuhn tout à l'heure, ce qui se passe aujourd'hui dans l'agriculture, ce qui va coûter très cher,
ce sont les projets de la Banque mondiale, du FMI et aussi qui sont discutés dans le cadre de l'ONU aujourd'hui, de ce qu'on appelle l'agriculture intelligente, qui demande des investissements énormes pour faire que l'agriculture émette moins de gaz à effet de serre. Tous les projets d'agroforesterie, d'agroécologie, toutes ces techniques qui sont des techniques efficientes aujourd'hui, efficaces, aussi bien pour produire de la nourriture saine que pour économiser l'énergie et donc les émissions de gaz à effet de serre, sont également efficientes en termes de milliards de dollars et de milliards d'euros. Donc, je ne veux absolument pas sous-estimer les milliards dont nous avons besoin, et je suis prête à soutenir le projet de pétition européenne sur ces milliards dont nous avons besoin. Sur la création monétaire, ça ne me gêne absolument pas. Mais n'oublions pas qu'en même temps, nous avons aussi des solutions. Soyons pas seulement ingénieurs, soyons ingénieux. Nous avons à disposition aussi des savoirs que nous donnent les scientifiques dans tout le domaine de la biologie, etc., qui permettent aujourd'hui aussi d'engager des transitions qui ne demandent pas des investissements absolument mirobolants. Merci Geneviève. Gaël Giraud, concernant ce grand mensonge sur la création de la monnaie, donc j'essaie de répondre aux deux questions, et puis je rebondis un tout petit peu sur ce que vient de dire Geneviève, non pas pour dire le contraire, mais pour nuancer un tout petit peu la question du découplage, pour éviter un malentendu. Je suis complètement d'accord, enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat là-dessus, qu'il n'est pas possible d'avoir un découplage absolu entre quelque chose qui serait par exemple la croissance du PIB et la consommation d'énergie, toute énergie confondue. C'est une réalité physique, on ne peut rien faire sans énergie sur cette planète. Bon. En revanche, il est possible de viser un découplage relatif, partiel, entre quelque chose de l'ordre de la prospérité, qui ne se mesure pas forcément par le PIB, et un certain nombre d'énergies fossiles. Et au fond, nous avons déjà commencé ça. Dans les années 80, à la suite des deux chocs pétroliers des années 70, en fait, le tissu industriel occidental a déjà commencé à substituer d'autres types d'énergie au pétrole. Et nous, non mais en partie, écoute, nous dépendons beaucoup moins du pétrole aujourd'hui que nous n'en dépendions dans les années 70. Ce qui montre que nous sommes capables, je parle du pétrole, que nous sommes capables de transiter puisque nous avons déjà commencé. Voilà. Bon, on peut en débattre. Alors, j'essaie de répondre aux deux autres questions, mais je te redonne la parole après si tu veux, Geneviève. Alors, la question de la création monétaire. Donc, je rappelle juste les données historiques. C'est vrai qu'en France, en 1973, nous passons une loi qui n'interdit pas formellement à l'État français d'emprunter à taux nul auprès de sa banque centrale, mais qui rend la procédure très compliquée. C'est ce qu'on appelait avant les avances de la Banque de France au Trésor, que nous avons pratiqué pendant toutes les 30 glorieuses avec beaucoup de succès. Donc, la Banque de France crée de la monnaie et qu'elle prête à taux nul à l'État, que l'État rembourse au fil de l'eau sans intérêt. Bon. En gros, c'est à partir de ce moment-là que l'État français a cessé d'emprunter à sa banque centrale et s'est cru obligé d'emprunter sur les marchés financiers. Mais évidemment, la grande différence, c'est quand il emprunte sur les marchés financiers, il paye un taux d'intérêt, qui est généralement non nul. Bon. Et c'est en gros de cette période-là que date le début de l'explosion de la dette publique française. Est-ce qu'il y a une relation de causalité entre les deux immédiate? Ce n'est pas complètement clair, il y a un grand débat là-dessus. Je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans, mais juste qu'on ait l'arrière-fond historique. Il se trouve que nous avons inscrit dans le traité de Maastricht l'interdiction faite à tout pays, à tout État membre de la zone euro d'emprunter auprès de la Banque centrale. Raison pour laquelle aujourd'hui la BCE se refuse à racheter directement des titres de dette publique sur le marché primaire d'émission de la dette publique. Elle ne le fait que, officiellement en tout cas, sur le marché secondaire. L'idée étant que, c'est une idée néolibérale qui est cachée derrière, l'État, quand il a le pouvoir de création monétaire, il fait n'importe quoi avec, et en particulier de l'inflation. Par contre, quand ce sont les banques privées qui créent de la monnaie, c'est sans risque. C'est ça l'idée qui est derrière. Évidemment, c'est une ânerie incroyable puisque ce sont les mêmes. Je veux dire, les dirigeants de nos grandes banques sont tous des hauts fonctionnaires passés par l'inspection générale des finances qui feraient exactement le même métier s'ils étaient à la tête d'une banque publique qui prêterait directement à l'État. Donc en fait, ça c'est un pur parti pris idéologique, disons de dénigrement de l'État, qui est quand même le représentant de la volonté démocratique, en faveur, disons, de la sphère privée qui ne représente que ses intérêts particuliers. Voilà. Malheureusement, on a inscrit ça dans les traités. Donc vous comprenez bien que si on veut remettre ça en cause, il faut remettre sur le chantier la construction européenne. Ce à quoi, à titre personnel, je suis extrêmement favorable. Alors après ça, la personne qui a posé la question a lié à cette question-là celle de l'euro,
Bon, je suis complètement d'accord qu'il y a un lien entre les deux. Maintenant, il ne faut pas aller trop vite, il faut aussi pouvoir séparer et distinguer ces différentes questions. La question de la réforme de l'euro et de la mise en place, par exemple, d'un euro-monnaie commune à la place de l'euro-monnaie unique. Voyez, je pense que nous gagnerions dans le débat à bien les distinguer, même si je suis d'accord avec vous que les deux sont liés, puisqu'au fond, il s'agit de remettre en cause la privatisation de la création monétaire telle qu'elle est institutionnalisée dans l'Europe. Je réponds maintenant à la deuxième question qui était beaucoup plus vaste en un sens, qui est de dire est-ce que les États aujourd'hui ont les moyens d'imposer la fin de l'obsolescence programmée? Alors je reformule un tout petit peu la question, est-ce que le pouvoir politique aujourd'hui a les moyens de proposer un autre modèle économique que celui qui s'appuie entre autres sur l'obsolescence programmée, qui est le nôtre actuellement? Ma réponse est oui, sinon honnêtement je ne serais pas là ici. Ma réponse est oui, et je crois qu'au fond, ma manière de répondre à cette question, c'est de dire la transition écologique, et en particulier énergétique, qui est un sous-chapitre de la transition écologique, devrait être notre grand programme politique, notre grand projet politique au niveau européen. Parce qu'il s'agit beaucoup plus que d'un sujet technique qui va affecter, par exemple, les radiateurs et la rénovation thermique des bâtiments. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça suppose un réaménagement complet du territoire, sur lequel travaillent un certain nombre d'urbanistes aujourd'hui, avec des petits centres urbains très denses, pas de voitures dans les centres urbains, du transport public, de la polyagriculture et des circuits courts autour des centres urbains, le tout relié par du train. Et vous voyez qu'on est très 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 loin de l'imaginaire à la fois de la banlieue californienne pavillonnaire, du type Aix-Marseille, et des pavillons résidentiels qu'on trouve même dans la Creuse, par exemple, où vous ne pouvez pas vivre sans une voiture avec un moteur à explosion. Sauf à mettre des bornes électriques partout, ce sur quoi réfléchissent les Creusois, mais qui est complètement hors de leur portée aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est des changements, c'est des transformations de société. Là-dedans, est-ce qu'il faut mettre fin à l'obsolescence programmée industrielle? Ça me paraît une évidence, il faut même aller encore beaucoup plus loin que ça, vous le savez certainement. Il faut mettre en place l'économie de circularité, sur laquelle déjà un certain nombre d'industriels réfléchissent aujourd'hui, et évidemment ce qu'on peut appeler l'économie et la politique des biens communs, au pluriel, c'est-à-dire des biens qui sont partagés, qui sont mis en commun, ce que nous sommes en train, en fait, au fond, déjà d'apprendre dans notre société aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de modèles de consommation collaborative. Il reste à peine 10 minutes, donc il y a encore une série de questions. Sur l'ADEME, moi je peux juste vous dire que le budget de l'ADEME baisse régulièrement depuis des années, et donc c'est une des réponses à votre question. Maintenant sur le défi énergie positive... Il me semble qu'on a ici un représentant du gouvernement. Ah bon? Non, il me semble que non. Non mais moi je ne représente pas le gouvernement. Non mais j'ai bien entendu, ce sont des initiatives particulièrement intéressantes. J'ai noté que les organismes qui existaient, les centres info, ne disposaient pas de suffisamment de moyens. C'est ce que vous avez dit et c'est ce que vous avez noté et relevé. Alors je suis entièrement d'accord avec vous. Je crois très, très sincèrement qu'il faut aller vers une véritable décentralisation énergétique, et que dans le cadre de cette décentralisation énergétique, il faut mettre en place un service public de l'efficacité énergétique qui sera financé par les collectivités territoriales si on leur donne des compétences et des moyens. Voilà l'orientation qu'il faut choisir. Mais n'attendez rien de l'État. Alors, il est moins 5 et c'est comme ça. Alors la baisse, je vais essayer de ne pas perdre de temps. Merci. Alors, donc on a bien compris que la baisse l'augmentation des températures est programmée dans le scénario actuel et qu'on aura beaucoup de difficultés, à moins d'un cataclysme, mais on n'espère pas à ne pas augmenter au bout du siècle et certainement après. On a parlé de beaucoup de choses. Je voulais juste rajouter quelque chose qu'on n'a pas mis dans le débat parce que c'est peut-être un petit peu périphérique, mais c'est la vie sauvage. Effectivement, c'est également important. On augmente les températures par l'activité humaine et en même temps, on a d'autres activités
qui augmente les dangers pour la vie sauvage, notamment à la perte de biodiversité, donc ne leur permettant pas de s'adapter à une augmentation de température aussi importante. Voilà, je pensais que c'était important de parler de ça un tout petit peu. Merci, bonjour. J'avais une question pour Monsieur Giroux et Monsieur Jouzel sur le biogaz. J'ai l'impression que c'est une énergie très intéressante qui a fait ses preuves en Finlande notamment, parce que je crois qu'elle ne modifie pas le climat, vu que c'est des déchets verts qui sont digérés dans des digesteurs. On fait tourner des centrales thermoélectriques, des cimenteries, du chauffage collectif, on fait même tourner des voitures avec un moteur à explosion. Et je ne comprends pas que l'Europe et encore plus la France ne se préoccupent pas de ça, parce que c'est à la fois une énergie très intéressante et en même temps ça résout le problème des déchets. Voilà, donc j'avais une question scientifique sur ça. Merci. Pardon ? Oui, j'ai entendu parler d'aménagement concernant les bâtiments, mais on ne parle pas des véhicules. Moi, j'habite à la campagne, je suis obligé d'avoir ma voiture. On parle d'augmentation de 2 centimes, 3 centimes, ça c'est pas bien grave, mais est-ce que ces 2 centimes vont servir à inciter les constructeurs automobiles à nous proposer d'autres véhicules ? Et monsieur, quatrième rang, qui a une barre. Quatrième rang. Là-bas. J'ai regardé, mais je suis désolée, il y a des gens qui, dès la première salle, ont posé des questions. Venez à ma place, vous verrez comment c'est compliqué. C'est comme ça, voilà. Bonjour. Moi j'ai une question pour Jean Jouzel. On nous parle depuis le début de l'année du problème avec l'anticyclone des Açores. Je voulais savoir s'il fallait y voir une conséquence qui pouvait peut-être permettre en fait une prise de conscience plus rapide du continent européen. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Alors, comme Jean s'en va, on a 2 minutes pour... On va partir, donc je vais essayer de répondre aux différentes questions. Premièrement, je voudrais réagir sur la proposition de loi. Il y a quand même quelque chose d'important, comme un des objectifs de la proposition de loi sur la transition énergétique, c'est la division par 2 par l'énergie. Il ne faut quand même pas l'oublier, Jean-Paul. C'est inscrit dans la proposition de loi et c'est quand même important, parce que par rapport à les discussions qu'on a eues ici, c'est bien ce dont on discutait. C'est inscrit dans la loi. Inscrit dans la loi aussi, je ne sais pas si on y arrivera, Gaëtan, 32% d'énergie renouvelable en 2030. Alors la loi, elle est quand même pas mal. Bon, ça avait un peu oublié, ce qu'on avait un peu oublié, c'est le facteur 4, mais on l'a remis pour les émissions de gaz à effet de serre. Alors, moi, dans la loi aussi, on trouve le biogaz. Alors, on a ajouté l'hydrogène. Je peux dire que c'est moi qui ai ajouté, parce que la filière hydrogène, est aussi liée au biogaz. Donc oui, bien sûr qu'il faut le faire. Le biogaz, il faut donner les moyens. Il y a un problème de ressources en France, c'est pas si simple, on regarde, mais il y a, la méthanisation est présente dans la loi. Donc il ne faut pas dire, je pense qu'il faut prendre le temps de regarder ce qui est dedans. Maintenant, tout le problème, après, c'est l'application, on verra bien. La biodiversité, oui, bien sûr, c'est un des problèmes du réchauffement climatique, je l'ai rapidement évoqué. La perte de biodiversité est un problème en soi, elle sera amplifiée, c'est clair, en cas de réchauffement climatique, d'autant plus le réchauffement climatique sera important. Ça, c'est très clair, et il y a une très belle figure dans le rapport du groupe 2 du GIEC qui montre qu'effectivement, le réchauffement climatique les isothermes peuvent bouger plus vite en cas de réchauffement important que la capacité d'espèces, soit de flore, soit de faune, à migrer. Donc c'est un vrai problème. Ensuite, pour l'anticyclone des Açores, on reste toujours très prudent sur l'attribution, mais c'est clair que, par exemple, pour l'hiver dernier, c'est très clair que des situations comme celle de l'hiver dernier, avec, des perturbations à répétition et des pluies multipliées par 2 sur la Bretagne, je suis breton, ça risque effectivement de se renouveler en cas de réchauffement climatique, mais on n'ira pas plus loin dans l'attribution. Voilà, par contre, on va devoir partir. Merci beaucoup. Non, il y a une... Non, j'y vais, moi.
Gaël Giraud a un train plus tardif, donc il va rester un petit peu si vous voulez lui poser des questions. Monsieur Giraud reste. Et pour information, les météorologues du monde entier se sont réunis à Montréal très récemment, jeudi 21 août, donc avant-hier, ils ont émis un rapport. Le monde qu'ils nous décrivent va être assez peu sympathique. Vous pouvez vous produire ces éléments en regardant sur Internet le Nouvel Obs. Sur le site du Nouvel Obs, il y a un papier très intéressant sur la vision des météorologues du monde entier sur ce sujet-là. Voilà. Voilà, donc pour la question qui a été posée à M. Giraud, et si vous avez d'autres questions à poser à M. Giraud, on peut encore un petit peu déborder, puisqu'il ne prend un train qu'à 15h50. Voilà. Peut-être sur le biogaz, moi je crois que le gaz est l'énergie de la transition. Et je pense qu'il faut mettre en place un certain nombre de mesures permettant de développer le biogaz. Ça me paraît aller tout à fait dans le sens d'une vraie transition énergétique. Je voudrais répondre aux véhicules et donc à la mise en place d'une contribution climat-énergie et l'utilisation des moyens financiers qui pourraient être dégagés. Il est vrai, et moi je l'ai proposé, que nous pourrions utiliser une partie de ces moyens financiers supplémentaires pour aider en particulier les ménages modestes à changer leurs véhicules et à acheter des véhicules moins polluants, des véhicules consommant moins. En ce qui concerne la recherche au niveau du secteur industriel de l'automobile, le secteur de la recherche est plutôt un secteur, je crois, performant, que des progrès importants ont été faits, que l'on va vers le véhicule 2 litres aux 100 km, que Peugeot travaille par exemple sur l'intégration d'une dimension moteur à air comprimé. Donc les choses, elles sont véritablement en train de bouger. Et lorsqu'on parle de véhicules écologiques, je crois que c'est une réalité. Par contre, il y a aujourd'hui 30 millions de véhicules particuliers. Sur ces 30 millions de véhicules particuliers, il y a entre 9 et 10 millions de véhicules particulièrement polluants. Et donc, la mise en place d'un programme permettant de faire sortir assez rapidement du parc automobile ces 9 à 10 millions de véhicules, je crois que ce serait plutôt une bonne chose. Et pour ce faire, utiliser une partie donc de la contribution climat-énergie. Et pour ceux qui ont un véhicule ici, vous l'inscrivez sur Blablacar et vous remplissez la voiture avec d'autres gens qui vont à la même direction que vous. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, ils le font. Sur le biogaz, Gaël. Non, je voulais... Donc, bon, comme je vous ai dit, je travaille sur toutes les filières renouvelables pour la Commission européenne. Donc, je produis des indicateurs, notamment sur la filière biogaz. Bon, le biogaz, le problème, c'est que c'est une énergie très intéressante, mais malheureusement, pour maximiser la production de biogaz dans un digesteur, souvent, on doit utiliser des cultures énergétiques. Donc c'est notamment l'industrie du biogaz est très fortement développée en Allemagne. Hein. Il y a des milliers de méthaniseurs en Allemagne qui produisent de l'électricité et de la chaleur en cogénération. Mais le problème, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il reste une base importante de maïs, et notamment de maïs importé de Pologne. Donc ça, d'une part, donc il faut faire attention à ce qu'on met dans le méthaniseur. Il peut y avoir les cultures intermédiaires qui remplacent une partie des cultures énergétiques, donc là c'est un peu plus favorable pour l'environnement. Il y a un deuxième problème pour le biogaz, c'est quand on fait du biogaz, il faut avoir des débouchés locaux au niveau de la production d'énergie. Parce que si vous faites uniquement de la production d'électricité, le rendement n'est pas optimal. Donc l'agriculteur va être content parce qu'il va avoir le tarif d'achat, donc il va pouvoir il va diversifier justement en plus ses sources de financement, etc. Donc c'est assez positif pour l'agriculteur. Mais le problème, c'est qu'au niveau de la partie thermique, parce que ça fonctionne en cogénération, il ne va pas forcément avoir les besoins pour utiliser la chaleur. Donc la chaleur va être perdue. Une grande partie de la chaleur va être perdue. Il va utiliser la chaleur pour chauffer son exploitation, etc. Mais une partie de la chaleur donc au niveau du rendement total, si on met des cultures énergétiques, on devient un peu limite. Donc l'idéal, ce serait de faire de l'injection réseau. Parce que quand vous faites de l'injection réseau,
vous avez des dispositifs qui permettent de laver le biogaz et de le transformer en biométhane, hein, en molécules de méthane. Et donc là, ça part dans nos réseaux de gaz naturel. Et là, vous pouvez l'utiliser pour faire n'importe quoi, hein, du courant électrique, même pour chauffer vos casseroles de pâtes, etc., quoi. Donc là, mais le problème de ça, c'est qu'il faut avoir le réseau à proximité. Parce que s'il faut tirer 3-4 km de canalisation pour rejoindre le réseau de gaz naturel, bon, c'est pas la peine. Donc le biogaz, oui, mais il faut le faire de manière intelligente. Voilà. Juste un mot sur le petit différent apparent qui est apparu entre Geneviève et moi à propos des gains en efficacité énergétique vis-à-vis du pétrole qui caractérise l'industrie occidentale depuis les années 80. Vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez vu que Geneviève n'avait pas l'air d'accord, donc je lui ai demandé pourquoi elle n'était pas d'accord. Et en fait, alors, donc Geneviève m'a donné sa réponse, mais elle n'est pas là pour la redire ici avec vous. C'est la question de l'effet rebond, avec lequel évidemment je suis complètement d'accord. Donc au fond, je pense que nous sommes d'accord. Le point, c'est nos industries ont fait des efforts considérables d'efficacité énergétique dans la consommation du pétrole. Alors l'exemple majeur, c'est la voiture. La quantité de litres d'essence que vous consommez au 100 ne cesse de diminuer. Et comme vient de le rappeler Jean-Paul, en fait, nous devrions savoir très rapidement faire des voitures à 2 litres au 100. Très rapidement. Donc ça, c'est un exemple de gain en efficacité énergétique vis-à-vis du pétrole. Ça, c'est indéniable. Oui, il n'y a pas de débat là-dessus. La question, là où Geneviève a tout à fait raison de réagir, c'est malheureusement, jusqu'à présent, au fond, nous avons perdu les fruits de ces gains en efficacité énergétique à cause de ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que plus nous sommes efficaces dans l'usage que nous faisons de notre énergie, plus nous consommons d'énergie. Alors, l'exemple nouveau, c'est la voiture. Nos voitures aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces que dans les années 50. Simplement, in fine, elles consomment autant d'énergie que dans les années 50 parce qu'entre-temps, nous les avons bourrées de gadgets complètement inutiles. Nous avons mis des jeux vidéo, la télé, le CD, etc. Bon, bientôt, on aura des voitures qui rasent pendant qu'on conduit, etc. Voilà. Donc ça, c'est l'effet rebond. Alors, j'en profite pour dire un mot là-dessus parce que ça me paraît fondamental. Ça fait partie, à mon sens, la gestion de l'effet rebond fait partie du caractère à la fois politique et on pourrait dire humain, anthropologique du projet de la transition. Au sens où pour que nous réussissions cette transition, il faut que nous arrivions à dépasser l'effet rebond, c'est-à-dire à ne pas perdre les fruits de l'efficacité énergétique que nous allons gagner en consommant encore davantage. Donc on fait de la rénovation thermique des bâtiments, mais on arrête d'ouvrir la fenêtre. Vous voyez ? C'est ça l'enjeu. Pour réussir ça, il faut une population éduquée. Et au fond, si vous mettez ça avec la nécessité d'avoir des ingénieurs bien formés, une population quand même globalement riche qui est capable de financer ce type de transition, il n'y a que 2 régions au monde, en réalité, qui sont capables de faire la transition, qui sont le Japon d'un côté, l'Europe de l'autre. Il nous faut une population très éduquée, riche, avec des bons ingénieurs. Oui. Et en plus, il se trouve que ces 2 régions du monde n'ont pas ou très peu d'énergie disponible dans leur sous-sol, donc sont contraints, en fait, par la force des choses, à amorcer la transition. Je dis cela pourquoi ? Parce que, de mon point de vue, ça me rend extrêmement optimiste, c'est-à-dire que je suis convaincu que nous allons le faire, poussés par la nécessité de nous approvisionner en énergie, et en plus, nous pouvons devenir, nous les Européens, les leaders mondiaux de la transition. Ça, c'est un véritable projet. Donc, je dis ça aussi au sens où je crois qu'il faut arrêter d'attendre, de nous dire « Ah oui, mais ça ne sert à rien de faire des efforts puisque la Chine continue de polluer, les Texans américains continuent de polluer, etc. » Non, c'est à nous, à mon sens, d'engager le processus, sinon le Japon le fera à notre place, de devenir les leaders mondiaux de cette transition, parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire à accumuler pour le réaliser, et ensuite d'apprendre au reste de la planète à le faire. Vous voyez ? Et là, on est dans une toute autre perspective que le déclinisme européen systématique qui nous est promis par les politiques néolibérales. Bon, merci à tous. Maintenant, cette table ronde s'achève véritablement. Si vous avez des questions à poser, les invités sont encore là. Voilà. Et merci à tous d'être restés jusqu'au bout.